Nous allons revenir maintenant sur les turbulences sur ce vol de la Singapore Airlines avec une personne qui est décédée d'une crise cardiaque, mais 20 surtout qui se trouvent toujours en soins intensifs à Bangkok. Quant aux patients originaires d'Australie, de Royaume-Uni, de Hong Kong, de Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et des Philippines, ce sont tous ces passagers qui se sont retrouvés dans cette situation ô combien inconfortable pour eux. Ils en garderont véritablement un souvenir traumatisant. C'est pour ça qu'on a fait appel à un médecin, Frédéric Lapostole. Bonsoir, pour essayer de comprendre quel type de blessures on a à faire, parce qu'on a entendu des témoignages. Ces passagers ont fait des sauts périlleux dans l'avion, qui a chuté en quelques minutes de 1900 mètres. Donc c'est des blessures à la tête essentiellement. Alors, à la tête, oui, pour les personnes assises qui auront touché le plafond. Il faut se dire que si vous êtes dans un ascenseur et qui tombe, 10 mètres de chute, à l'arrivée, c'est 50 km/h. Donc on imagine bien ce que c'est un impact à 50 km/h. Les crash tests des voitures qui sont complètement détruites, c'est 50 km/h. Donc à 50 km/h, les dégâts sont majeurs. Et c'est la raison d'ailleurs d'être des ceintures de sécurité dans les voitures. Ce que ça a fait disparaître, les ceintures de sécurité dans les voitures, ce sont les traumatismes crâniens des patients qui avaient la tête qui percutait la vitre, le plafond, les montants. Et ça a disparu avec la ceinture de sécurité. La deuxième chose qui a disparu, c'est les patients qui faisaient un saut périlleux, comme vous dites, qui étaient éjectés de la voiture et qu'on récupérait, nous, en dehors de la voiture. Tout ça, dans nos pays, ça a disparu à cause de la ceinture de sécurité, ou plutôt grâce à la ceinture de sécurité. Donc, effectivement... Et dans l'avion, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire ceux qui étaient d'ailleurs attachés n'ont pas été blessés. Probablement moins. Alors, peut-être qu'ils ont reçu d'autres objets sur la tête. Ou ils ont été secoués de face aussi. Ils ont été secoués. En tout cas, ils sont pas complètement... certains sont probablement pas indemnes de traumatisme mineur, mais c'est clair que vous mettez 200 personnes dans un ascenseur, vous faites descendre ne serait-ce que de 3 étages, vous allez avoir des dégâts qui sont majeurs, des traumatismes qui sont des traumatismes crâniens parce qu'ils ont tapé le siège d'avant, ils ont tapé le plafond. Généralement d'ailleurs on range les valises, on voit qu'il y a des valises qui ont volé, et puis ils sont retombés un peu n'importe où et n'importe comment sur des sièges. C'est pas fait pour recevoir un patient qui chute. Donc il y a forcément des traumatismes qui sont multiples. Et dans des circonstances particulières comme un avion, où il ne peut pas y avoir immédiatement des soins, un traumatisme thoracique, un traumatisme abdominal, un traumatisme crânien, ça peut avoir des conséquences particulièrement sévères. Il y en a ici qui sont mieux placés que moi pour le dire, mais entre le moment où ça se produit et le moment où on va se poser, il s'écoule beaucoup de temps. Combien de temps? Parce qu'il y a eu un atterrissage à Bangkok d'urgence, c'était pas 40 minutes. 40 minutes. Mais en 40 minutes, on ne peut pas vraiment soigner ceux qui sont blessés. Surtout que c'est plus grave, en tout cas. Ces patients-là qui ont une urgence vitale, avec un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique, un traumatisme abdominal... Quels sont les premiers soins à apporter, justement, quand on a un traumatisme crânien Alors, ce qu'il faut se dire, d'abord, c'est que le personnel navigant commercial est aujourd'hui extrêmement bien formé à la prise en charge et à la réalisation des premiers gestes. Ça s'est développé au début du siècle avec des défibrillateurs maintenant qui sont présents dans tous les avions, enfin dans toutes les grandes compagnies aériennes. Et donc ça a contraint les compagnies, qui en plus ont un marché concurrentiel quand même, à former leur personnel, et tout le personnel est aujourd'hui... Sauf que le personnel a été touché, il y avait beaucoup de blessés parmi le personnel. Vous savez que le personnel navigant commercial est infiniment plus exposé que les passagers, parce que la première chose qu'ils font, c'est de se balader pour vérifier que vous avez bien votre ceinture de sécurité. Et de fait, pendant ce temps-là, eux ne l'ont pas, ne sont pas protégés. Ils ont plus de 20 fois plus de risques de traumatisme dans un avion que les passagers qui, dans le meilleur des cas, sont assis et éventuellement ceinturés. En plus, il y a pas mal de choses qui deviennent des projectiles. Ah ben totalement. J'en sais rien. C'est pour ça que tout est fermé dans les avions. Si vous regardez, on peut se demander parfois pourquoi dès qu'on range un tiroir, on ferme à clé. On en a une explication claire ici. Pour montrer la violence qu'il y a eu sur cet avion, il y a quand même une partie du plafond complet d'un galet qui est tombé. Qu'est-ce que vous appelez un galet? Le galet, c'est l'endroit où tout le personnel navigant commercial met les chariots où il y a la nourriture. C'est là où ils ont de l'eau, c'est là où ils ont les bouteilles. C'est là où on voit tous les petits tiroirs, etc. Et il y a les fours aussi pour réchauffer. Et au-dessus, il y a des grandes plaques pour cacher, bien sûr, ce qu'il y a, la cellule. Le câblage, etc. Et il y a un galet dans lequel toutes ces plaques sont tombées, pour donner un ordre d'idée de l'impact qu'il y a eu. Et donc, si quelqu'un était dessous, il a pris tout ça dessus, quand même. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'avion, il a tenu, il est fait pour ça. Oui. Donc, l'avion n'a jamais été en danger? Jamais. Donc, on n'a jamais vu de rupture d'un avion cause turbulence.
Alors, on va peut-être le renforcer dorénavant parce que peut-être que ces phénomènes météo vont augmenter en tous les cas. Ça, c'est le bon côté. Puis le mauvais côté, c'est de tomber, avoir des bagages qui vous tombent dessus dans les racks à bagages, avec des bagages qui sont petits mais très lourds. Et donc, il va peut-être falloir revoir un peu l'intérieur de l'avion. C'est une bataille constante aujourd'hui pour les compagnies, parce qu'ils estiment que les gens arrivent trop chargés à l'intérieur des avions, avec les petits sacs. Alors peut-être qu'il va falloir les petits trolleys, comme on dit. En tous les cas, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai une expérience personnelle. En arrivant sur un Milan, il y a des vents dominants qui longeait les pentes des Alpes, et là, ça fait des rouleaux terribles. J'entendais hurler derrière, et le problème, c'est que les passagers n'avaient pas été débarrassés, donc tous les plateaux se sont retrouvés au plafond, et surtout les galets, c'est-à-dire les petites armoires, qui sont laissées à l'abandon et qui circulaient dans l'avion en blessant quelques-uns. Hier, on a expliqué le phénomène de ces turbulences extrêmes qui sont repérées, si j'ai bien compris, par un radar. J'ai entendu un expert dire qu'il y a peut-être eu un défaut à ce niveau-là et que l'avion n'a pas pu éviter ce type de nuage qui provoque turbulence, peut-être parce qu'il y avait une panne du radar. Est-ce que c'est une hypothèse ? Bon, l'enquête va nous le dire, mais ça me paraît un peu surprenant parce que déjà il y a deux radars séparés, donc je ne vois pas pourquoi d'un seul coup les deux seraient en panne, mais bon, c'est possible. Il faut savoir quand même que on a une étude très poussée du vol, de la météo du vol avant le décollage. On est en plus souvent informé en vol par nos opérations de certains éléments importants qui peuvent avoir des conséquences sur le vol. Là, on parle d'un avion qui allait passer le front intertropical. Le front intertropical a une période où il remonte vers le nord, c'est la période des moussons, où il est particulièrement chargé sur toute l'Inde, sur la Birmanie. Je crois qu'il y a la carte qui apparaît maintenant. Elle est devant vous. Vous voyez, ça part de la gauche, vous voyez tous les éclairs. Ça, c'est une prise qui a été faite à 30 000 pieds. C'est-à-dire, allez, on arrondit à 11 km d'altitude. Ça veut dire qu'à 11 km d'altitude, les nuages, ils sont bien là. Et les parties rouges, c'est les parties où il y a le plus de turbulences, le plus de grêlons, le plus de choses qui sont particulièrement dangereuses pour un avion. Et l'avion, il descendait le long du Bangladesh, le long du Myanmar, l'ancienne Birmanie, pour aller vers la Malaisie et ensuite Singapour. Il est passé donc dans toute cette zone-là. Donc le commandant de bord est prévenu. Et c'est un des points... Il ne peut pas l'éviter. Il ne peut pas l'éviter, mais c'est un des points qui sera probablement, qui fera partie de l'enquête, et j'attends que l'enquête soit là pour qu'on puisse exactement voir ce qui se passait. Un passager à bord a dit que l'équipage des PNC, personnels navigants commerciaux, les hôtesses et stewards, était en train de servir probablement un petit déjeuner à cette heure-là. Ils étaient en train de servir un petit déjeuner alors qu'ils allaient rentrer dans cette zone-là. Donc on verra la suite. Peut-être qu'il aurait fallu retarder le service du petit déjeuner. Alors retarder, ça me paraissait difficile parce que juste après, il commençait la descente. Il en restait à peu près 1 heure de vol en croisière. Peut-être l'avoir fait avant. Enfin, l'enquête va nous le dire. Il est clair que rentrer dans le front intertropical de tout temps, ça a été un problème. Mais on l'a connu et on a des régions particulièrement sensibles. Le golfe du Mexique, le golfe du Bengale. Le golfe du Bengale, etc. On sait depuis des années. Alors, on a des parades quand même. Oui. Comme le disait notre camarade, on a des dossiers météo avant de partir. Il y a la plupart des avions de ligne émettent les conditions météo sur leur trajet. Donc, on a un maillage extraordinaire et il est vrai que les prévisions sont de plus en plus fiables. Et là, il s'est fait piéger probablement. Oui, mais justement, les experts météo disent que le changement climatique, je cite, est susceptible de provoquer davantage de turbulences invisibles au radar et la durée annuelle des turbulences a augmenté de 17%. Oui, absolument. Donc ce sont des nouvelles donnes. C'est ce qu'on appelle les turbulences en ciel clair. On passe entre deux perturbations, entre deux nuages. On se dit on est tranquille, il y a le ciel bleu et tout, et patatrac. Donc il y a des masses d'air qui rencontrent chaudes, qui rencontrent des masses d'air froides. Pas anticipables. Et difficilement visible sur nos radars actuels. Mais on fait des progrès. Il y a justement, on va en parler des progrès avec l'ancien pilote de chasse
dans l'aéronavale française, Pierre-Henri Chuec est avec nous. Bonsoir, vous avez écrit ce livre Au-delà du cockpit. Alors effectivement, on nous dit qu'avec le dérèglement climatique, les turbulences seront plus extrêmes dans les années à venir, mais en même temps, on fait des progrès et peut-être qu'un jour, il n'y aura plus jamais de turbulence dans un avion, c'est ça ? Alors de là à dire plus jamais de turbulence, je ne me risquerai absolument pas. Non, par contre, comme mes camarades disaient sur le plateau, effectivement, il y a de plus en plus en fait de collecte d'informations. Également, si on a ces statistiques de plus 17% de turbulences en ciel clair, c'est également parce qu'à l'heure actuelle, il y a environ 100 000 vols par jour, et ces vols collectent également de la data. Et l'objectif maintenant est de réussir à collecter un maximum de data pour réussir à mieux prédire les phénomènes météo et mieux les contourner. Parce qu'en fait, l'objectif du commandant de bord, ça va être d'anticiper en permanence la mauvaise météo pour permettre la sécurité. Et il y a certaines technologies, effectivement, qui sont en train d'arriver. La toute première qui est arrivée il y a maintenant environ 4-5 ans, c'est la Wi-Fi à bord des avions avec en temps réel la météo pour l'équipage, ce qui nous permet, en tant que membre d'équipage, d'un côté d'avoir notre radar, de l'autre côté d'avoir, grâce à la Wi-Fi, des sources d'informations météo quasiment en temps réel, car ce qu'il faut savoir, c'est que notre radar, surtout dans ces zones-là, eh bien, des fois, l'onde radar n'arrive pas à traverser certains orages, et donc vous voyez une sorte de mur de météo, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, ce qui va vous gêner pour bien choisir votre trajectoire. Et donc, grâce au Wi-Fi, vous pouvez anticiper, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, mais c'est pas pour demain, et je pense même c'est pas pour cette décennie, c'est sur un avion à l'heure actuelle, vous avez des sondes d'incidence à l'avant. Ils sont en train de réfléchir, il y a certaines startups qui travaillent également, rajouter d'autres sondes d'incidence pour avoir une multitude de capteurs et pouvoir détecter les variations de pression, donc en fait les turbulences. Et grâce au fait que les avions soient maintenant pilotés en fait par ordinateur, que cela fasse directement une action au niveau des commandes de vol pour minimiser l'impact au niveau des passagers, au niveau des turbulences, et que ça augmente la sécurité et également l'efficience du vol. Mais à votre avis, que s'est-il passé avec ce vol? Pourquoi le pilote n'a pas pu éviter cette zone de turbulence? Alors, dans l'aviation, en tant que professionnel, souvent on évite d'émettre des opinions avant que. Bien sûr, il y a des hypothèses. Exactement. Des informations qu'on a, déjà la toute première chose, c'est qu'ils n'ont pas perdu 1900 mètres. C'est une décision du commandant de bord après coup de descendre. L'avion était en fait au niveau de vol 370 à 12 000 mètres. Maintenant, on a les informations grâce à Internet. On a vu qu'ils ont eu des variations d'altitude. Ils sont montés initialement lors d'une centaine de mètres et dans la foulée, ils sont redescendus. Le commandant de bord, en fait, a été apparemment surpris. Surpris, pourquoi? Parce que M. Serral disait il y avait les PNC qui étaient en train de donner des petits déjeuners, donc c'est qu'ils ne l'ont pas anticipé. À ce moment, il s'est rendu compte qu'il était dans une zone turbulente et il a décidé de descendre au niveau de vol 310 pour essayer de sortir de cette zone. Donc ce qui a pu se passer, c'est tout simplement qu'ils ont été surpris. Maintenant, pourquoi? Mauvaise anticipation, ou alors tout simplement, ils ne disposaient pas des informations nécessaires pour radar prendre la bonne décision. Alors, ce qu'il faut savoir sur les radars, c'est que surtout dans ces zones-là, maintenant, nous avons ce qu'on appelle des MEL, des Minimum Equipment List. Donc, pour faire simple, vous ne pouvez pas partir en vol sans certains matériaux qui soient fonctionnels. Donc, si par exemple, au décollage de Londres, il n'a aucun radar météo, pour ce type de vol, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas le droit de partir. En tout cas, c'est le cas dans la plupart des compagnies, et Singapore Airlines est réputé pour son côté sécuritaire. Donc, je ne m'avancerai pas sur le côté du radar. Ce qui serait intéressant de voir, c'est s'ils avaient la Wi-Fi à bord, s'ils avaient capacité à se guider grâce à ça. Et il y a une autre hypothèse qu'on n'a pas soulevée, qui pourrait être celle d'un autre avion qui est devant et qui est ce qu'on appelle des turbulences de sillage. Mais au vu des informations disponibles en source ouverte, ça paraît peu probable. Mais il faut savoir que des fois, avec un avion, vous passez dans le souffle d'un autre avion, même si c'est à plusieurs kilomètres, et ça peut tabasser de manière très sévère, et ça peut avoir un impact également. Mais l'ancien pilote de chasse que vous êtes, vous avez connu des moments comme ça de turbulence plutôt forts. Alors je ne sais pas si vous étiez seul dans votre avion ou si c'est en équipage. Vous avez connu ça? Oui, alors en tant que pilote de combat, on peut aller dans des zones météo où on n'aimerait pas forcément aller en tant que pilote de ligne. Encore une fois, le pilote de ligne, son objectif, alors surtout on va dire un pilote de ligne, ancien pilote de chasse, son objectif c'est de jamais avoir utilisé ses compétences d'ancien pilote de chasse. C'est vraiment pour insister sur ce côté, cet objectif de sécurité. Maintenant, en tant que pilote de combat, notamment dans certaines zones, on peut avoir des fois à traverser des orages parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et dans ce cas-là, oui, ça secoue beaucoup. Et le pire, c'est les orages l'été. Quand vous êtes en vol en patrouille,
Mais l'avantage que l'on a, c'est qu'on passe au travers des turbulences ensemble. Donc, si par exemple votre leader prend la turbulence, vous souvent vous arrivez assez bien à suivre, mais c'est des mémoires, enfin on va dire, c'est des souvenirs qui vous marquent à vie. Ouais. Mais justement, qui vous marque à vie là pour les passagers. Il y a aussi le côté psychologique de ce qu'ils ont vécu. Je ne sais pas si beaucoup auront envie de nouveau de reprendre l'avion. Est-ce qu'il faudra mettre en place une cellule psychologique au-delà des blessures physiques? Alors, c'est probablement fait. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans nos aéroports, là, ils ont atterri à Bangkok dans un aéroport international de qualité. Hein. Ils ne sont pas dans un petit aéroport isolé. Il y a des entraînements réguliers. En Seine-Saint-Denis, par exemple, nous avons l'aéroport du Bourget, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et on a 1 ou 2 fois par an un exercice avec les sapeurs-pompiers, le service médical sur site, et on simule un accident d'avion, on simule la prise en charge des victimes à l'arrivée d'un vol. Donc il n'y a pas de surprise, j'allais dire, dans la façon dont ça s'organise sur place. Et on a bien vu d'ailleurs dans les quelques images qui ont circulé qu'à l'arrivée de l'avion, 40-45 minutes, ça laisse le temps en plus de se préparer. Il y avait nombre d'ambulances. On voit dans l'avion arriver des médecins, des infirmières, des soignants qui vont prendre en charge les patients. Et effectivement, une partie des patients, ceux qui sont valides, vont probablement très rapidement avoir besoin d'une prise en charge par une cellule médico-psychologique. Et encore une fois, pour l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il est assez régulier qu'on soit sollicité pour accueillir des patients qui ont été victimes d'un accident à l'autre bout du monde et qui sont rapatriés. Et ils peuvent être pris en charge par les cellules d'urgence médico-psychologique dès leur arrivée à Roissy-Charles de Gaulle. Et pour être très clair, ça s'est produit aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Ah bon? C'est-à-dire? Il y a eu un accident qui n'est pas un accident d'avion, mais on a été sollicité ce matin pour envoyer la cellule d'urgence médico-psychologique, récupérer une dizaine de patients qui arrivaient d'un autre pays et qui avaient subi sur place un traumatisme avec un accident qui, en l'occurrence, n'était pas un accident d'avion et qui sont, dès leur arrivée sur le sol français, pris en charge par un accident de la circulation ou non? Non, c'est un accident de bateau. De bateau, d'accord. Mais il y a toujours un médecin à bord. Hein. C'est quand même l'occasion. Statistiquement, souvent. Oui. Et parfois, il y a même un autre pilote à bord. Oui, et j'en profite pour dire aussi, répondre à une question que vous n'avez pas posée, donc je vous y réponds. Boeing n'y est pour rien, pour une fois. Oui, oui. Hein, mais on avait répondu à cette question hier. Mais simplement, quand même, c'est l'occasion de rappeler, avec cet incident dramatique, hein, rappelons qu'il y a un mort et 20 personnes encore en soins intensifs, la nécessité de rester attaché tout le long du vol et avec la ceinture serrée, vraiment attachée. Oui, c'est un point important. Effectivement, il faudrait peut-être qu'on change nos annonces à bord. Lorsqu'on dit attachez votre ceinture, on devrait rajouter attachez votre ceinture et serrez-la bien. Ce serait peut-être... Il faut aller aux toilettes de temps en temps quand même. Alors, à moins de mettre une ceinture de sécurité aussi sur le siège des toilettes. Mais ce qui est important du point de vue médical, c'est que juste après, dans les 4-5 minutes qui ont suivi, visiblement, le commandant de bord a été informé des blessés graves qu'il y avait à bord, puisqu'il a envoyé un message, un médé d'urgence, un message d'urgence en disant urgence médicale. C'est là que tout de suite il a commencé sa descente vers l'aéroport le plus proche. Là, ça a été bien géré. Ah oui, ça a été très bien géré, oui. C'est ce qui a permis, ce que nous expliquait notre docteur, ce qui a permis à l'aéroport on a un avion qui va arriver dans les 40 minutes qui viennent, de déclencher tout le personnel, tout le staff nécessaire pour pouvoir recevoir des blessés très graves, les hospitaliser et pouvoir recevoir également les autres personnes qui n'étaient pas blessées mais qui devaient être psychologiquement... Oui, on parle de l'avion. On parle de l'avion, mais la compagnie Singapore Airlines est une des compagnies les plus réputées. C'est une des meilleures compagnies du monde. Il n'y a aucun doute. Et comme Pierre-Henri nous montrait avec une petite maquette, j'ai amené la mienne aussi. Ah ben chacun a son petit avion. Oui, chacun son petit avion. Allez, montrez-le. Oui, c'est un 747 ou un 340 puisque j'étais là-dessus. Et donc quand on est pilote, ancien pilote, on a des joujoux comme ça. Oui, absolument. Oui, j'en ai plein de joujoux. Ils se mettent en uniforme le soir et puis ils sont avec leurs joujoux. C'est pour dire qu'on a des parades avant de rentrer dans les cumulonimbus et de se mettre dans une situation. D'abord, on l'a vu, la préparation du vol. Ensuite, les informations en vol en temps réel. Et puis ensuite, il y a de la recherche qui est faite avec des ailes assez souples. Si vous êtes au milieu de l'avion, ce qui est un peu plus confortable d'ailleurs, vous voyez l'aile qui est souple, qui permettent d'amortir les chocs. Hein. Et puis ensuite, les Américains surtout utilisent de plus en plus des radars au laser, c'est-à-dire ça anticipe des turbulences en ciel clair. Donc
c'est vrai qu'il y a augmentation de ces phénomènes météo, mais il y a augmentation du trafic aussi. Donc, et de la technologie aussi, heureusement. Et c'est un avion Air France. Hein. Et ça, c'est un avion que je cache la compagnie. Non, bon. Merci à vous, messieurs, en plateau, et merci à l'ancien pilote de chasse Pierre-Henri Chuet d'avoir été avec